Et nous allons grimper dans l'appareil urinaire puisque nous allons passer au haut appareil avec un sujet extrêmement endémique également que sont les calculs du rein. Alors on a voulu cibler essentiellement les calculs complexes, mais vous allez vous faire une overview sur l'ensemble. Alors Steve Loisy, que nous connaissons tous comme un jeune et talentueux urologue, travaille avec Olivier Traxer, qui vous prie de l'excuser. Il a été retenu par une mission en Bulgarie, on le plaint beaucoup, en Roumanie, pardon. Alors c'est pas tout à fait pareil. Donc il vous prie de l'excuser, mais Steve, qui travaille avec lui sur ce sujet, va parfaitement nous apporter les messages. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Académie. Je vous remercie de m'avoir invité à parler du traitement endoscopique des calculs complexes du rein. Et je vais commencer tout d'abord par les indications chirurgicales, d'après les recommandations européennes et américaines que je vais vous décrire, simplement pour vous montrer qu'ici, on ne parle pas de calculs complexes au sens strict du terme, comme c'était mentionné dans le titre. On parle de patients symptomatiques, de calculs obstructifs, de taille de calcul. Et vous voyez que les recommandations européennes ont fixé une limite, alors qui est très arbitraire, à 15 mm. On nous incite à opérer les patients qui ont des calculs supérieurs à 15 mm, quelle que soit la localisation dans le rein, et ensuite éventuellement en fonction de la profession du patient, de sa préférence. Ça, c'est pour les recommandations européennes. Concernant les recommandations américaines d'urologie, vous voyez que c'est assez simple, c'est patient symptomatique, dès lors qu'on a un calcul, il va falloir le traiter, quelle que soit sa taille et sa localisation au niveau du rein. Et pour les calculs caliciels qui sont non obstructifs, si on n'a pas d'autres arguments pour expliquer la douleur lombaire, on va à ce moment-là traiter les patients. Et là, je vais m'attacher à ce qu'est un calcul complexe. Alors c'est vrai que le titre, donc traitement endoscopique des calculs complexes, la définition de calcul complexe, lorsqu'on se réfère aux recommandations, on n'a pas de définition claire vis-à-vis de ce sujet-là. Alors, est-ce que c'est la taille du calcul? Est-ce que c'est l'accès au calcul qui est complexe? Est-ce que c'est l'anatomie du patient qui est complexe? Je vais finalement aborder ces différents sujets-là, et je vais commencer par la taille du calcul. Généralement, on admet que, entre guillemets, calcul complexe, c'est plus de 20 mm, ou bien un calcul qu'on appelle coralliforme. Donc coralliforme, c'est-à-dire qu'il moule un calice, ou bien la totalité des calices rénaux. Ensuite, j'ai parlé des calculs caliciels inférieurs, avec un accès éventuellement complexe en endoscopie pour traiter ces calculs-là. Et enfin, l'anatomie complexe, où là c'est plus, donc, vous voyez, un rein en fer à cheval, des reins qui sont situés en position pelvienne, ou bien un diverticule caliciel au niveau rénal, le syndrome de la jonction pyloroctale, ou bien des patients qui ont eu un traitement autre, type dérivation bricaire, et l'accès à ce moment-là pour le traitement du calcul rénal devient assez complexe. Donc j'ai commencé par les calculs de plus de 20 mm, et vous voyez ce que nous recommande l'Association européenne d'urologie ainsi que l'Association américaine. Vous voyez ici que pour les calculs de plus de 20 mm, le traitement standard, c'est ce qu'on appelle la néphrolithotomie percutanée. Donc pour les deux recommandations, la recommandation européenne met une petite aparté, on nous dit, en fonction des compétences du chirurgien, on peut traiter des calculs jusqu'à 3 cm par voie rétrograde, c'est-à-dire l'urétéroscopie souple. Cependant, il faut souvent un traitement en sessions multiples, c'est-à-dire 1, 2, voire 3 sessions, en fonction de la taille du calcul. Donc, calcul de plus de 20 mm et chirurgie ouverte, vous voyez qu'en fonction des recommandations, la lithotricie extracorporelle n'a pas de place pour le traitement de ces calculs-là, et la chirurgie ouverte ou bien cystoscopique n'a plus non plus de place pour ce traitement le traitement de ces types de calculs-là, sauf si vous avez un calcul qui a entièrement dégradé le rein et que le rein est afonctionnel. Dans ce cas-là, vous avez une place pour la chirurgie, soit cystoscopique, soit éventuellement ouverte, pour une néphrectomie. Donc, quand on parle de calcul de plus de 20 mm, qu'est-ce que ça représente 20 mm? Finalement, quand on se réfère aux recommandations, 20 mm, on parle du plus grand axe, quel que soit l'axe sur une modalité d'imagerie qui n'est pas précisée, c'est-à-dire soit une radiographie d'abdomen sans préparation, soit un scanner. Vous voyez qu'on a une définition qui est assez floue sur le 20 mm. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un calcul de 20 mm, effectivement.
c'est 20 mm dans un axe. Vous voyez que dans l'autre axe, on est à 10 mm. Et donc finalement, et 10 mm dans l'autre axe que je n'ai pas présenté, finalement, il vaut mieux peut-être parler de volume à traiter plus que de calcul de 2 cm à traiter. C'est quelque chose qui n'est pas abordé dans les recommandations, mais quelque chose qu'on voit en pratique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'imagerie et du volume du calcul, à ce moment-là, on adapte effectivement le traitement chirurgical. Il ne faut pas se fier simplement à une valeur simple dans un seul axe sur une modalité d'imagerie, mais il faut probablement aller un tout petit peu plus loin pour savoir quelle est la faisabilité du traitement chirurgical en fonction des techniques dont on dispose. Et les techniques, finalement, vous voyez, elles sont 3, au total de 3, c'est la lithotricie extracorporelle, l'urétéroscopie souple et la néphrolithotomie percutanée. Et pour les calculs de plus de 2 cm dans un seul axe, généralement on admet que la néphrolithotomie percutanée est le traitement de référence. Alors, on a maintenant plusieurs abords pour réaliser cette voie percutanée. Traditionnellement, elle a été décrite sur un patient qui était en décubitus ventral. Vous voyez ici avec un... Alors, excusez-moi, vous voyez qu'ici, auparavant, donc on faisait sous repérage échographique ou non sous radioscopie, on ponctionnait donc généralement le calice inférieur pour accéder donc aux cavités pyélocalicielles et ensuite traiter avec un endoscope, donc on appelle un néphroscope, casser ce calcul avec des ondes balistiques ou ultrasons, voire au laser. Je vais probablement que André Sogène va y revenir tout à l'heure. Mais voilà, on dispose maintenant de techniques de lithotricie qui sont assez variées. On a décrit aussi une autre voie d'abord pour le traitement percutané des patients, c'est-à-dire la supine, c'est décrite par Valdivia, où vous avez le patient qui est cette fois-ci en décubitus dorsal, mais légèrement mis sur de côté, vous voyez, avec un décubitus latéral à 20 degrés, et vous voyez qu'en fait, on horizontalise l'axe du rein. Je le rappelle, l'axe du rein natif, c'est d'environ 30 degrés vers le postérieur. Et enfin, on a aussi un autre type d'accès qu'on peut réaliser actuellement sur des calculs assez volumineux, qui s'appelle la voie combinée, où vous avez un patient qui est en position supine, comme je viens de vous le montrer. On travaille à deux équipes. Vous avez un urologue qui est en bas et qui va traiter le patient par urétéroscopie souple, et un urologue qui est en position haute qui va traiter le patient par voie percutanée. Et vous voyez ici, sur cette vidéo-là, la voie endoscopique ici par urétéroscopie souple, et on voit notre endoscope qu'on voit par néphroscopie, par voie percutanée. Et donc ça permet, pour certaines anatomies complexes où le néphroscope n'a pas accès, de travailler par urétéroscopie, éventuellement de ramener des fragments et de pouvoir les traiter par néphroscopie. Enfin, donc, les recommandations nous disent, donc, ce que je précisais tout à l'heure, qu'on peut aller, donc, selon les recommandations européennes, jusqu'à des calculs de plus de 3 cm. Mais là encore, je répète, que veut dire un calcul de 3 cm? Est-ce que c'est dans un seul axe ou les 3 axes? Donc ça, c'est assez variable. Donc, pour la définition, ce n'est pas consensuel. La seule chose, c'est que si vous optez, vous êtes une équipe entraînée, que vous optez pour un traitement par voie endoscopique rétrograde, donc par urétéroscopie souple, il faut prévenir le patient qu'on recourra probablement à des sessions multiples. Ce que précise l'Association américaine d'urologie, donc où il a été comparé le traitement endoscopique néphrolithotomie percutanée versus urétéroscopie souple pour les calculs de plus de 2 cm. Vous voyez qu'on nous dit que l'avantage revient à la néphrolithotomie percutanée par rapport à une urétéroscopie souple, parce que lorsqu'on fait un traitement par voie rétrograde, on a souvent besoin de faire un traitement multiple, de multiples sessions. Cependant, on nous précise quand même que quand on compare les complications de la néphrolithotomie percutanée versus l'urétéroscopie, on a clairement un taux de complications plus élevé dans le groupe néphrolithotomie percutanée par rapport à l'urétéroscopie souple. Donc vous voyez qu'il faut, en fonction des types de techniques dont on dispose, bien mesurer quel est l'avantage qu'on a avec l'une ou l'autre des techniques et quel est l'avantage pour le patient. Sachant que si on recourt à l'urétéroscopie souple, l'association européenne nous dit que vous avez un taux d'hospitalisation plus court, les patients sont sortis plus rapidement de l'hôpital. Donc, quelque chose à bien exposer au patient, une discussion qui se fait entre l'urologue et son patient pour ce type de calcul-là. Et je reviens par rapport aux complications.
Donc l'association européenne nous dit que finalement on a potentiellement le choix de 2 techniques. Vous voyez que le taux de complication de l'urotéroscopie souple va de 9 à 25%, souvent des complications clavien 1, c'est-à-dire mineures. La vraie complication, c'est le sepsis pour l'urotéroscopie souple. Vous voyez que des grosses complications de type clavien 3, on est à moins de 1%. En revanche, pour la néphrolithotomie percutanée, vous voyez qu'on aborde tout de suite des complications un peu plus importantes avec la transfusion, le risque d'embolisation, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pratiquer cette technique dans un centre où vous avez une radiologie interventionnelle pour pouvoir emboliser le patient. Et par rapport à la mini-percutanée, c'est-à-dire des instruments qui sont plus petits, mais sur la voie d'abord on est identique, on voit que sur les taux de complications on est identique à une voie classique. Maintenant, je vais parler du coup des calculs caliciens inférieurs. Donc, on a parlé des calculs de plus de 20 mm, c'est-à-dire une charge importante lithiasique. Là, c'est plus sur un accès compliqué. Donc, que nous dit-on au niveau des recommandations internationales? Pour les calculs de moins de 10 mm, vous avez le choix sur la voie endoscopique ou bien la lithotrésie extracorporelle. Mais comme aujourd'hui, on se focalise sur la voie endoscopique, elle est clairement indiquée pour des calculs qui sont situés entre 10 et 20 mm. Je le répète, pour le plus de 20 mm, on est sur la même voie d'abord qui a été exposée juste précédemment. Donc sur le 10 à 20 mm, finalement, les 2 sociétés savantes nous disent vous avez le choix entre l'urotéroscopie souple ou la néphrolithotomie percutanée. Alors, pour la lithotrésie extracorporelle, clairement, elle n'a pas d'indication. Pourquoi? Parce que le taux de succès de cette technique-là est assez faible. Je vais revenir juste après, il est d'environ 50%, et donc il va falloir retraiter le patient. Pour éviter ça, on préfère tout de suite proposer au patient une approche endoscopique, et vous voyez, on ne précise pas, quand on dit approche endoscopique, c'est urétéroscopie souple ou bien néphrolithotomie percutanée. Pour la néphrolithotomie percutanée, on nous dit les urologues devraient informer leurs patients que lorsqu'on a un calcul compris entre 10 et 20 mm calicien inférieur, le taux de succès de la NLPC est plus important, mais au prix d'une morbidité plus importante. Et vous voyez ici le taux de succès pour la lithotrésie extracorporelle, 58%. Et quand on compare l'urotéroscopie souple à la néphrolithotomie percutanée, on est sur des taux de succès à peu près semblables, mais une morbidité moindre pour l'urotéroscopie. Mais si on fait un traitement par endoscopie, urétéroscopie souple, par voie rétrograde, vous voyez, on va être confronté à 3 situations. C'est-à-dire que la position calicienne inférieure est la position complexe lorsqu'on choisit un traitement par voie rétrograde. Alors complexe, pourquoi? La première situation, vous avez un calcul qui est relocalisable. Dans ce cas-là, on dispose de petits paniers en nitinol, ce que vous voyez ici sur cette séquence radiographique, où vous avez un calcul qui se situe juste ici, au niveau calicien inférieur, et avec votre endoscope, vous allez pouvoir l'attraper avec ce type de dispositif qu'on appelle des paniers en nitinol. Vous allez attraper le calcul et pouvoir le relocaliser dans une position plus favorable, type calice supérieur. Et ensuite, vous allez traiter votre calcul avec une énergie laser, comme l'a décrit tout à l'heure Grégoire Robert, l'énergie holmium, qui sert aussi bien au niveau des tissus qu'au niveau des calculs. Donc il y a un large éventail d'indications au niveau urologique. La deuxième situation, vous avez un calcul qui est toujours en position calicienne inférieure, mais qui est trop large pour être relocalisé. Dans ce cas-là, que fait-on? C'est la question qui se pose, c'est savoir si le traitement in situ est faisable. Alors la contrainte qu'on a avec nos endoscopes, c'est qu'ils sont très fragiles. Ils font à peu près 8 à 9 French de diamètre. Le problème, c'est qu'on utilise de l'énergie laser, des fibres laser, qui font environ 200 microns de diamètre et qui sont fragiles. Et dès lors que vous faites de la lithotrésie laser, vous avez un risque de casse de cette fibre laser lorsque vous avez un angle d'attaque qui est très aigu, et donc vous risquez d'endommager votre endoscope. Et donc c'est quelque chose qui est très connu, qui est bien décrit, largement décrit dans la littérature, que cette situation calicienne inférieure est clairement une situation à risque pour nos endoscopes. Donc vous avez le choix de faire en fait, de rigidifier, vous arrivez au niveau piélique, vous êtes dans le bassinet, vous avez votre endoscope qui est complètement rigide, et ensuite vous utilisez la déflexion de l'endoscope pour arriver jusqu'au calcul et traiter votre calcul. Alors ça paraît simple comme ça, effectivement, mais le problème c'est que si vous faites de la lithotrésie laser en calicienne inférieure, vous exposez votre endoscope à un risque de casse.
Et donc on a fait quelques expériences pour savoir comment éviter la casse de nos endoscopes, puisque ce sont des instruments qui sont fragiles et très chers. Le message, c'est relocaliser si possible le calcul dès que possible, aligner l'endoscope comme je viens de vous le montrer, et enfin porter une déflexion pour accéder au calice inférieur, utiliser des petites fibres laser parce qu'elles sont plus souples et donc permettent de ne pas perdre de déflexion pour accéder au calcul. Et enfin d'utiliser une faible énergie laser. Pourquoi? Parce que plus l'énergie est importante, plus celle-ci se diffuse à la fibre laser, plus vous augmentez vos risques de casse de fibre laser et donc de casse d'endoscope. Et dès que vous tout levez, relocalisez le calcul. Donc là, c'était notre deuxième situation. On arrive à accéder au calcul avec une fibre laser en place. La troisième situation, le calcul est non relocalisable et lorsque vous avez la fibre en place, vous n'arrivez pas à accéder au calcul. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de défléchir directement votre endoscope et vous allez utiliser un certain type de fibre laser qui, vous voyez, a un bout arrondi et qui permet, une fois l'endoscope déjà fléchi, d'insérer votre fibre laser dans l'endoscope et d'aller traiter votre calcul. Et là encore, vous devez, dès que vous avez traité votre calcul, le relocaliser les fragments pour avoir une situation moins complexe et donc éviter la casse de l'endoscope. Enfin, le dernier message, c'est l'anatomie complexe. On l'a un petit peu abordé. Et là, les recommandations sont un petit peu moins claires par rapport à ça. Finalement, elles laissent le choix à l'urologue, quelle que soit la situation anatomique. On nous dit, si vous avez globalement le choix des trois techniques, c'est-à-dire lithotrésie extracorporelle, urétéroscopie souple et néphrolithotomie percutanée, et finalement, choisissez un petit peu la technique qui vous convient le plus. Le message, c'est un petit peu ça. Et il n'y a pas forcément beaucoup d'études qui ont évalué ces trois techniques-là pour le traitement en fonction des anatomies un peu complexes. Donc vous voyez, pour le diverticule caliciel, on a le choix des trois techniques. Pour le traitement des calculs lors des reins en fer à cheval, on voit que la lithotrésie extracorporelle a un résultat un peu plus faible, mais elle a toujours sa place. Pour les calculs dans un rein pelvien, donc en situation pelvienne, vous avez le choix des trois techniques. Et enfin, pour les calculs présents au niveau de la jonction pilio-urétérale, là on préfère plutôt une voie endoscopique pour permettre d'évacuer ces fragments. Et là je vous ai mis quelques petits exemples. Vous voyez par ici donc un type de rein pelvien avec un calcul, donc là on a une situation anatomique complexe, avec un calcul de plus de 20 mm, on dit complexe. Et donc le traitement qu'on peut recommander pour ce patient-là, c'est de faire une néphrolithotomie percutanée, où vous avez accès directement au niveau du rein. Un autre petit exemple, ici vous avez un patient que j'avais d'ailleurs vu en consultation, on nous dit donc un calcul qui se retrouve ici en caliciel supérieur, on voit que le patient n'a pas de rein gauche, et en fait, la petite subtilité, c'est que vous voyez, il a le rein droit qui se situe, vous voyez l'urétère droit ici, à ce niveau-là, son rein était inférieur, mais en position droite, enfin son rein gauche était à droite, mais en position inférieure, et son rein gauche était en position supérieure. Et donc, en fait, toute la réflexion se fait en fonction de l'imagerie. Généralement, ce qu'on recommande, c'est de faire un neuroscanner avec une analyse de toute l'anatomie, et en fonction des techniques dont on dispose, recommander, en fonction de tous ces paramètres-là, la technique opératoire la plus adaptée pour votre patient et celle avec laquelle vous êtes le plus confortable. Donc en conclusion, calcul complexe, la définition finalement on voit que c'est assez variable. Ça peut être simplement une charge lithésique assez complexe, importante, ou bien une anatomie complexe, ou un accès difficile au calcul pour le traiter. Et selon la situation, vous voyez, on se réfère aux recommandations. Vous voyez qu'on dispose toujours de 3 techniques actuellement. Et en fonction de ces techniques-là, si on a plusieurs possibilités, préférez la technique que l'on maîtrise, avec un éventuel intérêt de la chirurgie combinée, où on associe urétéroscopie souple et néphrolithotomie percutanée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Steve de ce panorama qui montre que rien ne s'invente et tout s'apprend avec une imagerie qui se perfectionne et qui aide beaucoup à la gestion de ces situations. Alors, deuxième expert, après l'équipe de Tenon, Andras Osnek, qui travaille à Créteil avec Laurent Salomon et Alexandre Delataille en particulier, et qui a développé des voies d'abord. On a vu son nom apparaître tout à l'heure, donc tu vas nous donner, cher Andras,
ta vision, peut-être un petit peu différente, sur ces abords complexes du Rhin. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Académie de chirurgie, Steve vous a donné vraiment un très bon résumé des techniques qui sont actuellement disponibles pour traiter ces différents calculs. Et en 7 minutes, ça va être difficile de répondre à toutes ces questions. Il a évoqué également les recommandations de l'EAU. Et je voudrais me concentrer sur la première ligne, les calculs de plus que 20 mm de diamètre. Quelle est la réalité du terrain en France actuellement et quelles sont les tendances pour la prise en charge de ces calculs particuliers? Comment se porte la néphrectomie percutanée? Comme vous avez vu, c'est le traitement de référence pour les calculs de plus que 20 mm de diamètre. Elle se porte plutôt mal. On voit que le nombre total des traitements a diminué, divisé par 2 environ. Ça se maintient à peu près pour les calculs choréiformes. Donc là, on part de 872 cas par an en 2007, et 10 ans plus tard, on est à 753, donc ça se maintient à peu près. Mais ça s'effondre complètement pour les calculs simples. Vous voyez ici qu'on part de 811 et on arrive à 145 seulement en 2016. Et pour les calculs multiples, il y a aussi une baisse. Alors, quelle est l'explication? C'est en fait l'apparition de l'urétéroscopie flexible qui prend de plus en plus de terrain et qui devient une technique vraiment prédominante. Alors, il y a un enthousiasme actuellement vis-à-vis de cette technique et un certain emballement. Et certains disent qu'en fait, on peut tout traiter, tout type de calcul par urétéroscopie flexible. Vous avez un titre un petit peu provocateur de Guido Giusti, un urologue de Milan, qui dit « Sky is no limit for ureteroscopy, extending the indication of special circumstances ». Je reviens sur cette diapo. Je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant quand même sur ces chiffres, parce qu'on arrive en 2016 à un chiffre à peine supérieur à 1000 cas, sachant qu'il y a à peu près 1000 urologues en France et près de 100 départements en France. Ça veut dire qu'il y a environ 10 chirurgies percutanées par an par département. Donc comment peut-on former les jeunes chirurgiens urologues à la chirurgie percutanée, sachant que pour devenir un véritable expert, il faut avoir réalisé au moins 100 cas. Où est-ce qu'on a trouvé ces 100 cas si les indications de chirurgie percutanée disparaissent? Alors, certains me disent, pourquoi tu continues de faire la chirurgie percutanée alors que maintenant plus personne n'en fait? Ma réponse c'est que l'urétéroscopie flexible, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients, et Steve nous a bien expliqué qu'il faut informer les patients de ces inconvénients. Quand on décide d'une urétéroscopie flexible, en général, de préférence, on met en place une gaine d'accès. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc, si on n'arrive pas à mettre en place la gaine d'accès, on met une sonde double J. Et puis, le patient est endormi une deuxième fois quelques jours ou quelques semaines plus tard. Là, on va mettre la gaine d'accès et puis on va faire de l'urétéroscopie flexible proprement dite. Pour éviter ce problème, certaines équipes proposent même de poser une sonde double J systématiquement chez tous les malades, sans exception. Alors dans ce cas-là, si on fait ça pour des calculs de gros volume, le patient va avoir une première anesthésie générale pour la sonde double J, une deuxième anesthésie générale pour la première séance de urétéroscopie flexible, une sonde double J en fin d'intervention s'il reste des fragments résiduels, et puis une deuxième séance d'urétéroscopie flexible quelques semaines plus tard. Donc, on peut dire qu'il y a quand même pour les gros calculs une certaine redondance dans les traitements. Quel est le taux de succès de l'urétéroscopie flexible pour ces calculs entre 2 et 3 cm et supérieur à 3 cm? On voit dans l'ensemble de ces publications et dans cette méta-analyse que pour les calculs entre 2 et 3 cm, il y a à peu près 30% de retraitement et le succès définitif est à 96,3%. Et pour les calculs de plus de 3 cm, plus que la moitié des patients ont une deuxième séance.
Ce qui explique par ailleurs, cette redondance de traitement explique par ailleurs l'augmentation assez phénoménale des nombres d'urétéroscopies flexibles qu'on réalise. Mais mettons un petit peu à la place d'un neurologue qui est installé en libéral dans une petite clinique. Comment va-t-il percevoir les choses? Comment va-t-il gagner sa vie? S'il fait une urétéroscopie flexible, vous voyez, le prix, le remboursement de la sécurité sociale est de 649 €, s'il fait ça en secteur 1. S'il refait une deuxième séance, finalement, il va gagner 1298 €. Et en plus, il va faire ça en chirurgie ambulatoire, donc tout le monde va le féliciter. Le directeur de l'hôpital va dire bravo, chers collègues, vous développez la chirurgie ambulatoire, continuez sur cette voie. En revanche, s'il fait une chirurgie percutanée, ses honoraires seront moins importants qu'avec 2 séances d'urétéroscopie flexible. Du point de vue du patient, comment ça se passe? Moi, j'ai fini mes études de médecine en 1982 et c'est cette année-là où la lithotripsie extracorporelle a été introduite en pratique courante. Et à l'époque, pour comparer les différents lithotripteurs, je crois que c'est Rolf Kleiman qui a proposé le quotient d'efficacité. Alors, c'est quoi le quotient d'efficacité? C'est le pourcentage de sang fragments résiduels divisé par 100%. Il faut rajouter le pourcentage de retraitement et les traitements auxiliaires. Dans notre cas, ça va être la mise en place préalable d'une sonde WJ suite à un échec d'introduction de la gamme d'accès. Si on regarde ces chiffres, en fait, quel est le taux d'échec de l'introduction de la gamme d'accès? Si vous posez cette question à vos collègues, ils vont dire chez nous c'est moins de 5%. C'est pas ce que dit la littérature. Dans cet article, il y a 22% de taux d'échec d'insertion de la gamme d'accès. Donc maintenant, en extrapolant, en utilisant ces chiffres pour faire une estimation de ce quotient d'efficacité, on constate que pour les calculs de plus que 3 cm de diamètre, on est qu'à 48%. Je suis persuadé que la chirurgie percutanée fait mieux. Et pour les calculs entre 2 et 3 cm de diamètre, on est à 63,4% de coefficient d'efficacité. Une chose n'est jamais évoquée dans les publications concernant les urétéroscopies flexibles, et c'est le temps opératoire. Je vous rappelle, on parle des gros calculs de 2, 3, 4 cm. Donc si on additionne le temps d'occupation de salle opératoire et le temps opératoire cumulé de la mise en place de la sonde WJ, de la première séance d'urétéroscopie à la deuxième séance, ça peut aboutir à plusieurs heures de temps opératoire, contrairement à la chirurgie percutanée. Qu'est-ce qui est plus important? C'est de faire un maximum de traitements, d'occuper le bloc opératoire plusieurs fois, ou alors traiter un maximum de patients dans une période le plus court possible. Donc je reviens sur les recommandations, c'est le point de départ. Vu l'évolution de l'urétéroscopie flexible de la chirurgie percutanée en France, faut-il suivre ce que font les gens? Faut-il changer les recommandations? Et sinon, vu la diminution du nombre d'interventions, comment allons-nous enseigner l'infrastructure percutanée pour les urologues futurs? Merci pour votre attention. Merci Andras de nous avoir donné ta vision, comme quoi le calcul n'est pas le seul à être complexe. On a compris que la prise en charge était également complexe. Alors on va écouter quelques questions de spécialistes. Xavier Martin qui a beaucoup travaillé le sujet avant de s'intéresser à la transplantation. Merci. Oui, merci vraiment de vos deux exposés un peu opposés. Je voudrais revenir sur l'enseignement, effectivement, parce que je me rappelle, avant l'ère de l'urétéroscopie, on disait qu'en France, chaque urologue avait à peu près une dizaine de cas de gros calculs par an, et déjà même à ce niveau, les calculs allaient dans des gros centres, parce que les urologues n'étaient pas vraiment intéressés dans les équipes où ils étaient tout seuls pour prendre des risques de faire une chirurgie percutanée. Maintenant, finalement, le problème s'est aggravé encore, parce qu'on fait dans certains centres encore beaucoup plus de chirurgie percutanée, mais il y a beaucoup moins de gros centres qui en font. Et on peut se poser la question, savoir
est-ce que c'est absolument nécessaire d'enseigner cette technique en dehors de ces gros centres, c'est-à-dire de la diffuser en dehors des gros centres? C'est-à-dire qu'il va y avoir à l'évidence des gros centres qui doivent concentrer tout ce type d'intervention. Est-ce que tu as une réflexion à propos de ça, Andreas? Oui, clairement. Enfin, je pense que la néphrolithotomie aura toujours une indication. Et quand on regarde même les cours de ce qui se passe à l'étranger, dans toutes les publications, on voit que la néphrolithotomie est d'environ 5% de tous les traitements pour calcul urinaire. Elle gardera sa place pour les gros calculs, mais c'est vrai que l'enseignement, la transmission de cette technique devient assez complexe, parce que même les gros centres, tels que Tenon, même si au total on en fait un nombre, on va dire, conséquent par rapport à d'autres centres, ça reste minime, mais on est clairement en deçà de ce qu'a décrit Andreas, c'est-à-dire les 60 cas par an pour devenir même expert simplement. Et pour devenir vraiment très très bon, il faut en faire 100. Clairement, plus aucun centre ne fait ça en France actuellement. Alors, je pense qu'il faut conserver quand même cette technique-là, elle doit être toujours dans le panel de traitement des calculs urinaires sur les gros calculs, mais l'enseignement devient réellement complexe et je pense qu'il faut conserver en fait la cause des néphrostomies par exemple, c'est quand même la première chose à enseigner aux internes et c'est la base pour l'accès percutané pour cette technique chirurgicale. Juste une question rapide. À aucun moment vous avez parlé des recommandations de l'AFU sur la ITIAS, il me semblait qu'il y en avait. Donc je pose la question. Elles n'ont pas été récemment actualisées, donc raison pour laquelle je me suis basé. Elles n'ont peut-être pas été actualisées parce qu'elles sont toujours bonnes. Ce d'autant que Bertrand Doré y a beaucoup travaillé. Oui, je sais qu'il est là. Pourquoi c'est immuable? Philippe d'abord et Bertrand. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Une autre question, donc rapide, à Steve Doisy, parce que je connais le blog, je connais l'expertise. Et quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris, parce que dans le calcul du calice inférieur, 58% de succès de la lithotricie extracorporelle. Donc pourquoi ne pas profiter, comme il me semble que vous avez dit qu'il n'y a que 58%, donc on fait tout de suite l'urétéroscopie souple. Je ne comprends pas très bien, c'est déjà pas mal 58%, surtout si on peut fragmenter, et ensuite passer à ce que vous avez fort bien expliqué. Deuxième petite question, c'est que vous avez connu utilisant l'argamanu, l'omnium à ses débuts et ses lasers coûteux. Est-ce que vous avez changé par souci d'économie votre pratique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plus économe, parce qu'au début je pense que l'enthousiasme conduisait à beaucoup d'utilisation. Par rapport à la première question, c'est une discussion encore une fois avec le patient, c'est-à-dire que lorsqu'on a un patient avec un calcul entre 1 et 2 cm, on propose toutes les techniques chirurgicales au patient en exposant les avantages et les inconvénients. Ensuite, c'est vrai que ce qui penche en faveur de la lithotricie, c'est le fait que ça ne se fait pas sous anesthésie générale, et certains patients sont récalcitrants. Alors on leur expose le fait que effectivement, le taux de succès est moindre, mais certains préfèrent opter pour cette session-là, enfin cette option-là, et éventuellement refaire une deuxième séance de lithotricie. C'est évident, donc il n'y a aucun souci pour ça, mais encore une fois, c'est une discussion en fonction du patient. Certains veulent être complètement débarrassés, donc on leur dit, ben voilà, on va plutôt opter sur cette technique-là, en fonction de ce qui se passe en consultation. Sur la deuxième question, je pense que l'olmium, là, c'est vrai que ça augmente. Actuellement, c'est la question de j'ai le laser le plus puissant, je peux traiter la prostate, etc. Ce sont des coûts énormes pour les hôpitaux. Et je pense que pour l'instant, le frein, on est loin de le lever, on est plutôt sur l'accélérateur. Okay. Juste un petit élément en donnant la parole à Bertrand. Pour l'indication de la lithotricie, un élément est intéressant, c'est la densité du calcul que peut nous donner le radiologue. C'est-à-dire que c'est un calcul très dur, on va peut-être aller plutôt vers l'endoscopie interventionnelle. Si c'est un calcul, entre guillemets, un peu mou, là, ou du moins friable, friable plus que mou d'ailleurs, parce que mou ça ne répondrait pas forcément, on ira plutôt vers la lithotricie. C'est peut-être un élément de... En sélectionnant vraiment les patients, on arrive à des bons taux de succès avec la lithotricie extracorporelle. Alors Bertrand, qui s'est occupé du comité ITIAS. Oui, Steve et Andreas, vous avez vraiment très bien posé les problèmes. Mais en fait, on s'aperçoit qu'avec les recommandations, d'où qu'elles viennent, elles ne se sont pas vraiment simplifiées. Et il faut faire vraiment de savants calculs pour arriver à choisir la bonne technique. Alors, l'urétéroscopie, c'est fantastique. C'est vrai que c'est très incitatif parce que c'est simple à apprendre. Mais pour les calculs complexes, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui,
la percutanée reste encore la solution la plus efficace et probablement la plus rapide, je pense. Mais elle vit d'une réputation de dangerosité qui est vraie. Et cette dangerosité, elle diminue quand même si on la prend bien. Et c'est le rejoint Xavier Martin. Il y a plus de centres vraiment performants partout pour la prendre de façon non dangereuse. Alors, il faut sûrement avoir une collaboration urologue, radiologue pour savoir faire une bonne ponction à l'endroit où c'est pas dangereux. Et là, ça décomplexera les urologues aussi. Parce que vous ne pourrez pas évacuer la percutanée dans les indications des calculs complexes. Donc, le problème reste entier. On s'aperçoit que on répète toujours un peu la même chose. Mais les recommandations n'ont pas fait beaucoup progresser les choses dans les indications, dans le choix de la thérapeutique pour les calculs vraiment complexes. Et ils ne se simplifient pas, eux, hein. Ils n'ont pas disparu malgré la LEC. Hein. Ouais, c'est une excellente remarque. Effectivement, les recommandations ne tranchent pas du tout pour ces cas complexes. Elles sont très consensuelles sur le cas index, et tout le reste, il n'y a jamais eu de consensus vis-à-vis de ça, et c'est libre choix à l'urologue. Et effectivement, je rejoins tout à fait votre remarque. Excusez-moi. Si j'ai terminé mon topo en posant ces deux questions, en fait, c'est pour exprimer un petit peu une inquiétude et aussi transmettre un message à l'affût. Parce que je pense que l'affût et les sages de l'affût qui sont présents, ils doivent quand même avoir une réflexion s'il faut enseigner la percutanée et comment faire pour enseigner, parce que là, pour l'instant, rien n'est organisé, rien n'est prévu. Et si on laisse les choses évoluer spontanément, eh ben petit à petit, je pense qu'on sera vraiment en difficulté. Parce qu'il y a des cas où la percutanée est vraiment incontournable, et il faut qu'il y ait des gens qui sachent le faire. Et transmettre la connaissance, il faudrait quand même que nos jeunes collègues s'y intéressent aussi, et qu'ils soient un petit peu plus sensibilisés à cette Ton interpellation ne restera pas sans écoute. Et ni vaine. Alors, trois petites questions, parce que l'heure avance, je dois respecter. Une question peut-être à Steve. On a vu avec Grégoire les problèmes de coûts qui étaient liés à l'escalade du matériel pour les lasers, etc. On a vu la rémunération du traitement chirurgical d'un calcul. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce problème d'argent? Comment est-ce que tu arrives à convaincre ton directeur de t'acheter des uréteroscopes qui sont hyper fragiles voilà. Quel est le secret? Ça m'intéresse. Je n'ai pas eu des discussions avec mon directeur. Mais non, mais effectivement, il n'y a pas d'études en France sur le coût de l'uréteroscopie. Strictement rien. On a des études qui ont été faites aux États-Unis, mais on voit que même d'un établissement à l'autre, c'est extrêmement variable. Et pour l'instant, il n'y a aucun outil, il n'y a jamais de comparaison sur les différents Richard. D'abord une remarque, le volume d'un ellipsoïde c'est 4 tiers de pi R3, c'est-à-dire 4 tiers de pi ABC, c'est pas 2 que multiplie 2, ça c'est une remarque. La deuxième chose, c'est que je voudrais que vous profitiez de l'académie pour nous donner quelque chose que nous on n'a pas, c'est l'épidémiologie. À votre avis, il faudrait combien de centres en France, puisqu'on est dans la réforme territoriale, et je crois qu'un endroit où on va parler de ça, il faudrait nous donner, si vous pouvez le faire en une minute, ou on fera ça peut-être une autre fois, c'est-à-dire combien il y a de calculs qui nécessitent des centres hyper spécialisés, combien il faut de centres en France, parce que c'est ça le débat à donner un jour au ministère. C'est dans des maisons comme ici qu'il faut le dire. Alors après, on aura l'apprentissage, puisqu'on aura les centres. Vous pouvez nous donner ça en 2 minutes ou pas? Tu faisais 1000 par an 1000 par an, de quoi Actuellement, il y a complexe nécessite un vrai spécialiste. il y a 10 ans, il y avait 2000 percutanés, maintenant on se retrouve avec 1000. On parle de... On donne 36. il faut au minimum. Après, il faut quand même... D'apprendre à se déplacer. Puisque je vois que... Il faut quand même réfléchir à une autre aspect du problème. En France, si vous faites des traitements successifs, l'hôpital est payé chaque fois. Si vous allez en Allemagne, vous avez un patient avec un calcul, pour une percutanée, l'hôpital reçoit 5 000 €. Si vous faites une uréteroscopie flexible, l'hôpital reçoit 3 000 €. Si vous faites une deuxième uréteroscopie flexible, l'hôpital reçoit 0 €. Donc aujourd'hui, je dirais tout est fait pour un glissement des indications vers l'uréteroscopie flexible. Moi, je n'ai aucune hostilité vis-à-vis de l'uréteroscopie flexible. Au contraire, ça nous a changé la vie.
Et c'est une technique vraiment révolutionnaire. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on a tendance à oublier et mettre de côté la percutanée et qu'on laisse les choses évoluer spontanément. Suite aussi, il faut évoquer aussi la pression qu'on a de la part de l'industrie. Parce que quand vous évoquez le coût du consommable, là, les industriels sont fortement motivés à nous inciter à faire de plus en plus de hétéroscopie flexible au détriment de la percutation. Très bien. Non, mais il est évident que, moi, Michel l'a noté, une réflexion au niveau de l'affût, mais ça va aussi dans le sens d'avoir un certain nombre de centres, parce que s'il y a un nombre de centres limité, il faut savoir quel est le nombre, on peut négocier avec les tutelles des tarifs, comme par exemple ceux de l'Allemagne. La difficulté qu'il y a eu, puisque moi j'ai fait partie de la refonte de la nomenclature, la difficulté qu'il y a eu, et aggravée par les laboratoires, c'est que les montées de sondes de façon générale, et je te félicite pour ce que tu as montré, ont fait que les tutelles se sont dit, les gens vont truander, ils monteront des sondes avant, ils monteront des sondes après, ils vont multiplier les actes, l'ambulatoire a fait qu'en monter, et donc c'est ça. Et donc pour anticiper cette augmentation, ils ont anticipé la baisse de la rémunération. Et donc, le mécanisme que je ne connais pas trop mal, c'est au contraire de créer des centres spécialistes qui résoudent le problème que tu as montré, et ensuite d'augmenter la tarification et de faire les deux en même temps. Je crois que ça, c'est un vrai problème pour les spécialités interventionnelles de façon générale. Et comme l'interventionnel a plutôt le sens en poupe, je pense que c'est un sujet important. Merci de cette réflexion. Bernard, on conclut avec ta dernière question. Oui, vous nous avez montré très brillamment là, comment traiter le calcul. Est-ce qu'on a fait des progrès sur la formation des calculs? Et beaucoup plus grave, puisque vous les avez traités brillamment, est-ce qu'on sait aujourd'hui éviter les récidives? Excellente question. La réponse c'est non, ça n'a pas changé depuis à peu près 30 ans. C'est-à-dire, les messages sont toujours les mêmes. Effectivement, c'est de boire beaucoup, mais on recommande de faire une évaluation métabolique. L'idée, c'est 90% des calculs sont d'origine diététique. La majeure partie des patients ne récidivera pas. Il faut juste dépister ceux qui vont récidiver. Les 10% restants, on peut détecter des anomalies métaboliques, type hyperparathyroïdie primaire, etc. Eux, il ne faut pas les louper. Et donc, la raison pour laquelle on recommande tout le temps de faire ce bilan métabolique en post-opératoire ou dès le premier événement, dès qu'on a une colique néphrétique, chez tout patient lithiasique, et ça c'est cette prise en charge-là. Ensuite, sur le médicament de la lithiase urinaire, sur la prise en charge, etc., sur les conseils, la réponse est non, ça n'a pas vraiment évolué sur les 30 dernières années. Marcel Legras avait dit en 1970, en signant une thèse sur la lithiase, que cette maladie allait disparaître dans les 10 ans. En 70. Merci à tous les deux, merci aux réflexions qui ont été faites autour de la chirurgie, mais également de la prise en charge médicale qui ne doit pas être omise dans tous les sujets que nous avons.